Salut tout le monde, bienvenue. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler d'anglais. J'avais envie un petit peu de vous donner des conseils, des astuces, des trucs qui avec le temps m'ont aidé moi à parler couramment anglais. La différence entre parler une langue couramment et être bilingue, c'est que en parlant couramment, vous parlez la langue de manière fluide, vous avez à peu près assez de vocabulaire pour pouvoir vous exprimer sur à peu près tous les sujets de la vie quotidienne, vous comprenez tout ce qu'on vous dit. Parfois il y a peut-être des mots que vous ne connaissez pas, mais ça vous empêche pas de comprendre le contexte et de comprendre la phrase globale. Et voilà, vous pouvez regarder un film sans sous-titres. It doesn't mean you have no accent. It doesn't mean we can't tell you're French. Because we can. Voilà. Être bilingue, c'est vraiment comprendre une langue et parler une langue comme si c'était votre langue maternelle, avec le même niveau. C'est-à-dire que vous comprenez absolument tout et a priori vous n'avez plus non plus d'accent, enfin c'est exactement comme votre langue maternelle. Pour vous, ça fait aucune différence qu'on vous parle en anglais ou qu'on vous parle en français, c'est pareil. So you guessed it, I'm not. Right. Je pense qu'il y a une marge de progression assez rapide entre je ne parle pas du tout une langue, je la baragouine un petit peu et je deviens fluent, donc je la parle couramment. Par contre, je trouve qu'il y a une marge de progression un peu plus lente entre je parle couramment une langue et je la parle comme si c'était ma langue maternelle. Et il y a certaines personnes qui n'arriveront jamais à aller jusqu'au stade je la parle comme ma langue maternelle. Des gens qui ont beau être pendant 30 ans dans un pays, ils auront toujours l'accent, il y aura toujours des mots qu'ils comprendront pas, du vocabulaire qu'ils n'arriveront pas à assimiler. Je sais pas bien pourquoi, pour certaines personnes c'est difficile d'être totalement bilingue et pourquoi pour d'autres c'est plus facile. Je pense qu'il y a une part de pratique, puis il y a une part d'oreille aussi, et puis de plaisir à parler. Je veux dire, si vous voyez l'anglais un peu comme un outil que vous avez besoin d'apprendre, il va vous être utile, ce sera pas pareil que si vous aimez l'anglais et que vous avez vraiment envie de l'apprendre, et auquel cas ce sera peut-être plus facile pour vous de passer beaucoup de temps à essayer de bien prononcer et d'apprendre de nouveaux vocabulaires, de lire des trucs un peu compliqués à lire, pour après arriver vers un niveau qui est totalement bilingue. Pourquoi je pense que c'est super important de parler anglais? Parce que même si on a un boulot en France, même si on interagit qu'avec des Français au quotidien, je trouve que l'anglais ça donne des possibilités supplémentaires. Ça ouvre à plein d'informations. Tant qu'on ne parle pas la langue, on se rend pas forcément compte qu'en fait on perd beaucoup de contenu, mais une fois qu'on comprend et qu'on parle assez l'anglais pour pouvoir consulter du contenu, on s'aperçoit qu'en fait c'est hyper intéressant d'un point de vue personnel de parler anglais, pas que d'un point de vue professionnel parce que je sais pas quel boulot vous a demandé de parler anglais. Alors pour moi, pour parler anglais, il faut déjà avoir, anglais ou n'importe quelle autre langue, il faut déjà avoir des bases. Ça normalement vous les avez si vous êtes allé au collège, au lycée, et que vous avez fait de l'anglais de manière, voilà, c'est-à-dire que vous avez déjà entendu parler des prétérites, des verbes irréguliers, du fait qu'il y a un S à la troisième personne, du fait que les adjectifs et les noms sont dans l'autre sens par rapport en français. Voilà, vous avez déjà entendu parler de tout ça, donc si vous avez ces bases-là, même si ça date d'il y a super longtemps, tout ce que je vais vous dire maintenant, vous pourrez l'utiliser. Pour moi, il faut deux choses pour passer de j'ai vaguement appris l'anglais en troisième, mais je m'en rappelle plus, à je parle couramment anglais. Premièrement, être en contact avec la langue, et deuxièmement, la pratiquer. Et ça, il faut le faire tous les jours. Alors il y a une façon de faire ces deux choses-là en une fois, c'est d'aller dans un pays. C'est probablement la façon la plus accélérée, la façon la plus efficace, c'est d'aller dans un pays dont la langue native est la langue que vous voulez apprendre, donc en l'occurrence l'anglais. Comme ça vous êtes en immersion, vous êtes en contact continuellement avec la langue, mais aussi vous êtes obligé de la parler. Ça c'est important à dire, c'est que faut pas juste se contenter d'aller dans un pays et d'être au contact avec la langue, il faut aussi la parler, il faut faire l'effort de la parler, parce que si vous êtes, je sais pas, pendant un an à Londres, mais que vous êtes dans un appart avec que des Français, et que vous sortez que dans les clubs français, je sais pas s'il y a des clubs français à Londres, j'en sais rien, je connais absolument pas Londres, je suis déjà allée en vacances, mais voilà. Voilà. Si vous êtes tout le temps qu'avec des gens qui parlent français ou espagnol, enfin bref, pas l'anglais, ben vous n'allez pas progresser en anglais. Donc c'est important de parler, de faire l'effort de parler. Le fait d'être dans le pays, ça suffit pas. Donc ça c'est la façon la plus simple, aller dans un pays, je dirais que si vous pratiquez bien, si vous êtes hyper proactif par rapport à la langue, en 6 mois déjà vous pouvez revenir en parlant couramment si vous aviez des bases correctes en anglais avant de partir. Après ça va dépendre de chacun, il y a des gens qui restent un an qui parlent pas couramment, il y a des personnes qui partent 2 mois et il leur fallait pas grand chose pour pouvoir parler couramment et ils parlent couramment. Donc ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de votre caractère. Est-ce que vous êtes
vous parlez beaucoup de base ou pas, enfin voilà. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas partir à l'étranger, que vous avez un taf, que vous avez votre vie en France, ou que voilà, vous pouvez pas partir 6 mois à l'étranger, comment faire pour quand même acquérir un anglais courant? Donc il faut faire ces deux choses-là, pratiquer et être au contact. Donc pour être au contact de la langue, c'est assez facile avec internet. Il vous faut trouver un moyen d'entendre et d'écouter la langue en question tous les jours. Et ça me fait rire de vous donner ce conseil-là parce que c'est exactement la question que j'ai posée à ma prof d'anglais de première année de fac il y a plus de 10 ans maintenant, à qui j'ai dit, voilà, parce que moi j'étais une brêle en anglais, il faut savoir que j'étais une brêle en anglais au lycée et tout, j'étais vraiment mauvaise en anglais. La grammaire, j'ai eu beaucoup de mal à l'acquérir, et en plus comme j'apprenais l'italien en même temps et que j'adorais l'italien, j'étais meilleure en italien, du coup bref. Je suis arrivée en première année de fac et je me suis vite rendu compte que mon niveau d'anglais ça allait pas et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup je suis allée voir ma prof d'anglais, je lui ai demandé comment. Et elle m'a dit, il faut que tu écoutes de l'anglais tous les jours au moins un quart d'heure. Et m'a dit, bah t'as qu'à aller tous les jours sur la BBC et t'écoutes les news pendant un quart d'heure. Et bon, vous savez peut-être pas, mais les news et moi, ça fait genre 8000, j'en ai, mais alors, rien à faire. C'est pas que je me fous de ce qui se passe dans le monde, mais c'est plutôt que je sais très bien que s'il se passe des choses qui méritent mon attention, il va y avoir des gens autour de moi pour m'en parler. Et voilà, et simplement, bon, maintenant le flux genre Twitter suffit, mais je suis pas quelqu'un qui passe mon temps à m'informer, ça me déprime plus qu'autre chose, et c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Je suis pas particulièrement intéressée par l'économie mondiale, je suis pas particulièrement intéressée par la politique, pas plus que n'importe quelle personne, disons, c'est pas une passion qui m'anime, voilà. Donc le fait de me proposer cette alternative de regarder la BBC tous les jours, j'étais là, oui, comment te dire? Là, je vous parle de ça, c'était en 2006, donc en 2006, YouTube, YouTube existait, encore peut-être pas au moment où la prof m'a dit ça, parce que c'était mon année scolaire 2005-2006. Donc probablement que YouTube n'existait pas encore, ou alors à peine à ce moment-là, et au mieux il y avait des vidéos de chats et des chansons, mais il n'y avait pas, voilà, il y avait pas d'anglais à ce moment-là. Et du coup, la seule alternative que j'avais pour écouter de l'anglais, c'était de regarder la BBC, chose que je n'ai absolument pas faite, donc je suis restée nulle en anglais pendant un petit moment. Donc ça me fait rire de vous dire ça, parce que c'est exactement le conseil qu'elle m'avait donné, et effectivement, elle a raison. À partir du moment où j'ai pratiqué ce conseil-là, eh bien, mon niveau d'anglais est devenu bien meilleur très très vite. Donc écoutez de l'anglais tous les jours. Pour ça, vous avez YouTube. Vous pouvez écouter plein de gens avec différents accents sur YouTube, donc vous êtes forcément passionné d'une thématique, d'un sujet, et c'est certain qu'il y a des vidéos sur ce sujet-là et sur cette thématique sur YouTube, donc YouTube. Vous avez tout ce qui est séries télévisées, vous avez tout ce qui est films, et regardez les films et les séries et YouTube dans la VO évidemment, regardez ça en anglais, enfin les vidéos YouTube vous êtes obligés, mais regardez les séries et les films en VO, et ne mettez pas les sous-titres en français, mettez les sous-titres en anglais. Parce que, en fait, je sais pas si tout le monde est comme ça, et je sais pas si c'est un vrai truc cognitif qui peut être prouvé, ce que je vais vous dire là, mais moi j'ai remarqué que mon cerveau il est soit en mode anglais, soit en mode français, soit en mode italien. Je peux pas penser dans les 3 langues en même temps, ou dans 2 langues en même temps, c'est pas possible. Donc si je regarde un film qui est en anglais, et que j'ai des sous-titres en français, de toute façon ça... Bah, c'est pas efficace. C'est soit j'arrête d'écouter ce qui est dit et je lis le français et je comprends l'histoire, soit j'arrête de lire le français et j'écoute ce qui est dit et je comprends l'histoire, mais il n'y a pas de j'écoute ce qui est dit et je chope les mots qui me manquent. Ça ne marche pas, pour moi en tout cas, ça ne marche pas avec l'audio en anglais et les sous-titres en français. Et posez-vous la question, si vous regardez avec les sous-titres en français, est-ce que réellement vous arrivez à écouter et à lire en même temps? Il est probable que non. Alors peut-être que je fais une généralité à partir de mon expérience, je ne sais pas, dites-moi. Moi je trouve que ce qui est plus efficace, que ce soit pour l'attention, mais même pour progresser, c'est de mettre les sous-titres en anglais, ou pas de sous-titres du tout, mais pour commencer les sous-titres en anglais. Ce qui fait que le fait de voir les mots écrits, ça va vous aider à comprendre les phrases. Parce que souvent, ce qui nous manque quand on a des bases en anglais, ce qui nous manque, c'est plutôt à quel moment le mot s'arrête, on comprend pas parce que les gens parlent vite, du coup on a une espèce de flot de sons et on comprend pas où s'arrêtent les mots. Et le fait d'avoir les sous-titres, ça vous aide à comprendre ce qui est dit. Après, c'est sûr que ça va pas régler le problème de pas connaître un mot de vocabulaire. Mais en fait, c'est pas important, le fait de connaître ou pas un mot de vocabulaire. Ce qui est important, c'est de comprendre la globalité de la phrase. Et si vous avez une histoire dans un contexte, etc., la plupart du temps, même si vous comprenez pas tous les mots, vous comprenez l'idée, vous avez compris ce qui se passe. Si vraiment il y a un mot que vous vous rendez compte que vous comprenez pas, voilà, si vous êtes dans Game of Thrones et vous savez pas ce que veut dire Thrones, ça va être un peu chiant, effectivement. Donc à un moment donné, faites pause, allez sur Google, cherchez la traduction,
et puis revenez. Et une fois que vous, enfin, de toute façon, comme vous avez vos sous-titres, vous l'avez écrit, donc vous voyez très bien le mot qui vous manque, vous le cherchez dans Google et vous le retrouvez, et voilà. Et donc je vous ai parlé des vidéos YouTube, mais vous avez aussi les podcasts. Pas hésiter à écouter des podcasts, pareil, sur les thématiques que vous aimez bien. Là, vous allez avoir des gens qui vont vous parler. En plus, le podcast, j'aime bien parce que c'est proche de l'oreille, quoi. Enfin, du coup, on n'est pas distrait visuellement, on a vraiment bien la voix au plus proche, donc c'est très facile de bien comprendre. Et souvent, les podcasts sont quand même d'une qualité auditive plutôt bonne, donc enfin même excellente. Donc voilà, vous pouvez bien comprendre et les personnes font un effort de parler distinctement. Donc ça peut être un super bon moyen. Et puis évidemment, lire, être au contact de la langue en lisant. Vous pouvez effectivement lire des livres en anglais, mais si pour l'instant c'est pas le truc avec lequel vous êtes le plus à l'aise, de lire un livre en anglais, vous pouvez quand même vous arranger pour lire de l'anglais tous les jours en changeant par exemple votre ordi, vous mettez votre navigateur en anglais. Ou si vous avez besoin de lire un truc sur Wikipédia, de le faire sur Wikipédia anglophone. En plus, en général, les pages Wikipédia anglophones sont plus fournies, parce qu'il y a plus de participants à l'encyclopédie, du coup les pages sont plus fournies. Donc voilà, prendre l'habitude de faire des trucs comme ça, aller sur, je sais pas si vous regardez les news tous les jours, aller sur Google News en anglais. Comme ça, tous les jours, ben, vous avez les gros titres. Alors, effectivement, s'il y a un sujet qui vous intéresse vraiment, que vous avez besoin de creuser, et que vous pouvez pas le faire en anglais pour l'instant, ben, allez le faire en français après, mais prenez les gros titres en anglais. Enfin, prenez voilà comme ça des habitudes de trucs qui peuvent vous aider à être au contact de l'anglais tous les jours. Donc être au contact avec séries, tout ça, et pratiquer. Pratiquer, ça peut être plus compliqué si on est bloqué en France. Il y a plusieurs solutions. Dans les grandes villes, en tout cas, il existe des rendez-vous que vous pouvez trouver, genre des groupes qui se retrouvent en sorte de meet-up pour parler une langue précise. Donc comme il y a beaucoup d'étrangers, par exemple à Paris, il y a beaucoup de gens qui veulent pratiquer le français et qui font des échanges comme ça, où ils proposent on se rencontre le mardi et le mardi on parle que français, puis on se rencontre le vendredi et le vendredi on parle que anglais, comme ça on fait des échanges. Vous pouvez le faire aussi à l'échelle individuelle, vous avez plein de groupes sur Facebook qui font ça, où voilà, vous avez des gens qui se rencontrent pour parler des langues, etc. Donc vous pouvez le faire sur Facebook, vous pouvez le faire via des applis comme Meetup, rencontrer des gens de cette manière-là. Moi je sais que c'est un truc que je déteste, je déteste je sais pas, l'espèce de truc de se forcer de parler une langue avec quelqu'un alors que tu le connais pas, puis du coup c'est du small talk, c'est pas très intéressant. Enfin, personnellement j'aime pas ça, donc je le fais pas. La deuxième possibilité que vous avez, là encore ça marche mieux si vous êtes dans une grande ville, c'est de recevoir des gens chez vous en Airbnb ou en couchsurfing. Alors ça c'est vraiment le truc à faire si voilà, si vous êtes comment dire, si vous n'êtes pas timide, si vous êtes hospitalier, si vous aimez bien rencontrer des gens. C'est sûr que si vous êtes si c'est pas votre délire, cette option va pas vous plaire, mais ça peut être une bonne façon de discuter avec les gens, et là vous avez plus de temps, vous êtes posé, et vous avez peut-être effectivement un peu de small talk, mais vous parlez aussi pour des choses pratiques du quotidien, ce que je trouve moins forcé personnellement, et je préfère cette option là. Et enfin la dernière option, si vous n'avez pas envie de faire les deux premières options ou que vous ne pouvez pas, la dernière option que vous avez, c'est de pratiquer tout seul. Alors, je sais que c'est chelou, mais bon, c'est peut-être parce que je suis youtubeuse que je vous dis ça, mais vous pouvez parler tout seul à voix haute en anglais. Et vous pouvez même vous enregistrer pour pouvoir vous corriger et entendre les erreurs que vous faites. C'est un truc qui est très efficace. Et moi, je me parle toute seule en anglais sur certains sujets, et je pense en anglais sur certains sujets. C'est-à-dire que j'ai choisi certains sujets sur lesquels, quoi qu'il arrive, je réfléchis toujours en anglais. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous choisissez des thématiques sur lesquelles vous allez réfléchir qu'en anglais. Des fois, ça se fait naturellement avec le travail. Je sais que, par exemple, parler de mon sujet scientifique, parler en français, c'est assez difficile pour moi. Parce qu'en fait, il me manque plein de mots de vocabulaire. J'ai tellement l'habitude de parler de ce que je fais en anglais, parce que les articles scientifiques sont en anglais, les conférences sont en anglais, pas mal des collègues sont étrangers, toutes les réunions qu'on fait, même si on est qu'entre français, la plupart du temps c'est fait en anglais. Donc voilà, je suis toujours au contact de l'anglais, en tout cas pour parler de cette thématique-là. Donc c'est une thématique que même quand j'y réfléchis toute seule, j'y réfléchis en anglais. Et quand je fais des recherches, que je vais sur Wikipédia ou quoi, je le fais aussi en anglais. Donc il est possible de choisir des thèmes sur lesquels vous allez réfléchir et parler en anglais systématiquement. Donc ça peut être, j'en sais rien, si vous avez l'habitude de faire vos exercices de pilates avec une youtubeuse anglophone, ben à chaque fois que vous pensez sport ou que vous parlez sport à vous-même, et ben vous le faites à voix haute et vous le faites en anglais, et quand vous réfléchissez sport, vous le faites en anglais dans votre tête. Vous prenez l'habitude de faire ça. Donc si demain vous avez besoin d'aller dans un magasin de sport, vous achetez des nouvelles baskets, et bien vous le pensez en anglais. J'ai envie de vous dire, si vous allez
allez dans un pays où vous allez pouvoir parler anglais, ou si vous parlez anglais avec des gens autour de vous en France, ou si vous parlez anglais tout seul, ne vous en faites pas pour votre accent. Enfin, c'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est propre aux Français, ça. Il y a un côté où on a un peu honte de notre accent. Déjà, ne vous inquiétez pas sur le fait qu'on va vous comprendre ou non. Les Américains et les Anglais ont assez l'habitude qu'on massacre leur langue, et du coup dans l'ensemble ils ont un niveau de compréhension de leur langue avec des accents de n'importe où assez élevé. Sauf si vous allez dans des endroits complètement paumés des US où il n'y a jamais eu un étranger qui allait, effectivement là-bas il y a peut-être des personnes qui vont avoir du mal à vous comprendre, mais dans l'ensemble si vous voyagez dans des endroits où il y a pas mal de monde, ce qui sera probablement le cas dans la majorité de vos voyages, vous en faites pas, les gens que vous allez rencontrer, ils vont vous comprendre. Et puis, dites-vous que c'est normal et que l'accent, il va s'améliorer avec le temps. Vous pouvez l'améliorer en pratiquant. De toute façon, si vous pratiquez pas, vous n'allez pas améliorer votre accent. Donc, parlez, parlez, parlez. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous vous demandez pourquoi vous avez votre accent ou si vous avez du mal à le corriger, il y a un truc qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que votre problème d'accent, il vient de votre prononciation des mots de manière individuelle, ou est-ce que ça vient de la prononciation, de l'intonaison, en fait, de la phrase. Et une façon facile de savoir ça, c'est de vous enregistrer donc en train de parler, certes, mais surtout de vous enregistrer en train de chanter. Parce que si en chantant vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'accent lorsque vous chantez, c'est que votre accent en fait vient de l'intonaison de la phrase, pardon, et pas de votre prononciation des mots de manière individuelle. Après vous pouvez avoir les deux, donc la plupart d'entre nous en fait on a les deux. En français effectivement il y a comment dire, des syllabes et tout qui se prononcent pas pareil, et puis il y a certaines syllabes qui n'existent absolument pas en français par rapport à l'anglais, du coup ça peut être dur de les prononcer. Je pense à tout ce qui est les the, les H aspirés, voilà, les R qui se prononcent pas de la même manière. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de manière générale l'intonaison de la phrase. Et moi un truc que je fais aussi pour comprendre ça, pour entendre ça, c'est que je prends ça c'est un truc de youtubeur encore, mais bon, je prends des trucs en anglais, donc par exemple je télécharge une vidéo de quelqu'un qui a une bonne prononciation en anglais, qui est natif quoi, je le mets dans mon logiciel de montage, et en fait je fous par-dessus un effet comment dire, comme si le truc, comme si le son venait du fond de l'eau. Je sais pas, il y a un effet en fait dans mon Final Cut qui est comme ça. Et en fait, en réécoutant ce qui vient d'être dit avec comme un effet comme si ça venait au fond de l'eau, comme je comprends plus les mots parce qu'ils sont vachement brouillés, j'entends plus que l'intonaison de la phrase. Et du coup, je peux entendre comment l'intonaison est faite, ou l'intonation, je sais jamais comment on dit ça, intonaison, intonation, excusez-moi si je dis n'importe quoi depuis le début, mais bon, vous avez compris. En gros, pour comprendre comment le ton de la phrase est fait. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les langues. J'ai fait ça en italien quand j'étais en Italie et que j'essayais d'apprendre l'italien et que j'entendais bien, que j'avais beaucoup d'accent, que j'arrivais pas à m'en défaire. J'ai fait ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà pour mes conseils, il y en a sûrement plein d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner. Ils seront certainement utiles à certains d'entre nous, et moi la première. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que vous aurez pu choper quelques conseils là-dedans qui vous seront utiles. Et puis ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! I don't know what I can tell you. Oh, maybe some of you will remember that. But when I started YouTube like 5 years ago, I had 2 channels. One in French and one in English, and I was repeating the same videos on both channels, which was really boring. I don't know why I did that, but I did. And I did that for 9 months, which was a long time when you do everything twice. So I don't know if you remember that. You can tell me in the comments. Okay, I think I'm gonna go now because it's starting to be awkward. See ya!